Pas de long discours, mais bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le groupe Agro-Dirigeants sur les tendances de l'emploi des alumni agro expérimentés. Nous avons voulu traiter ce soir ce sujet du management de transition qui semble vous avoir intéressé puisque nous sommes 50 participants en ligne, 50 invités qui vont nous permettre d'avoir en deuxième partie de session une discussion et des échanges intéressants. Management de transition, nouvelle forme de collaboration avec l'entreprise qui a tendance à se développer, à évoluer en termes d'entreprise, cliente, de mission, de durée, mais également de profil de manager intéressé. Pour nous aider à faire le point ce soir, nous avons proposé à 3 cabinets de venir partager leur point de vue et je les en remercie. Ils auront l'occasion tout à l'heure de se présenter. Et également, nous avons proposé à 2 témoins, un client du management de transition, mais également à un manager de transition, de venir partager leur expérience pour enrichir les débats et enrichir la discussion de ce soir. Donc, vision différente, sous des angles différents, d'autant plus intéressantes que les approches des cabinets et des dirigeants que nous avons ce soir sont différentes, basées sur des business models différents et des approches différentes qui vont nous permettre finalement, sous un feu croisé, d'avoir une vision la plus exhaustive possible. Comme tout événement agro-dirigeant qui habituellement a lieu au Quai Voltaire, nous garderons la moitié du temps et la deuxième partie du temps pour une série de questions-réponses, comme nous en avons l'habitude quand on se voit au Quai Voltaire. Donc, vous pouvez tout au long de la présentation cliquer en bas de votre écran sur la partie Q&R, pardon, et poser des questions que Thierry Janter se propose de collectionner et de proposer à la fin à nos intervenants. Et enfin, en toute dernière partie de webinar, Nicolas, notre webmaster et notre expert S-Technics, nous proposera une nouvelle expérience virtuelle intéressante pour ceux qui le souhaitent, qui a pour objectif justement de se rapprocher le plus possible des apéros autour d'un buffet de discussions informelles comme nous avions l'habitude de le faire au Quai Voltaire ou en région quand on se retrouve. Voilà, donc pas plus d'introduction, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran. La technique veut bien m'aider, voilà. Voilà, donc 45 minutes de discussion et de présentation de la part de nos invités sur le management de transition. Bon, comme je vous disais, trois ou quatre grandes parties. Dans un premier temps, nous allons laisser la parole et faire un tour de table ou un tour de micro pour que chacun des invités et des intervenants de ce soir se présente rapidement lui-même, son cabinet et son entreprise avant de rentrer dans une présentation du management de transition, le marché, ses évolutions, ses spécificités. Regard croisé, donc chacun des intervenants et des cabinets participera à la présentation, donc pas de parti pris, en mettant en avant à chaque fois la spécificité de chacun et ensuite témoignage croisé de Michel et d'Antoine sous les deux angles du prisme de ce nouveau métier. Je vous propose de commencer ce tour de table, d'ailleurs par une brève présentation d'Uniagro et d'Agro-Dirigeants pour les invités extérieur au monde de l'Uniagro et de l'agro. Donc l'Uniagro, la Fédération des alumni des ingénieurs agroalimentaires en France, c'est un réseau de 75 500 alumni, 224 groupes thématiques et régionaux qui a diffusé au sein de ce réseau alumni plus de 600 offres d'emploi l'année dernière. Dans le cadre de cette fédération d'alumni, le groupe Agro-Dirigeants, qui est un groupe professionnel qui organise le webinaire de ce soir. 900 membres
agro-dirigeants expérimentés, donc plus de 15 ans d'expérience, ayant une expérience en comité de direction ou en poste de direction. La vocation de ce groupe est relativement simple, c'est faciliter la mobilité professionnelle de ses membres, développer le réseau et permettre un échange de bonnes pratiques managériales. Tout simplement, un objectif relativement simple et tout cela en bonne convivialité et en toute bienveillance. Un mot d'Amanda, notre secrétaire générale. Pensez à mettre à jour vos coordonnées sur le site Unia Group pour que nous puissions renforcer la communauté. N'oubliez pas d'adhérer, c'est le moment d'adhérer, de ne pas oublier de le faire et n'hésitez pas et vous êtes les bienvenus à vous engager et à rejoindre l'équipe de volontaires, comme ce soir Thierry, comme ce soir Nicolas et toute l'équipe agro-dirigeant qui n'organise pas le webinaire de ce soir, mais qui intervient pour la vie et la visibilité du groupe. Quelques actions du groupe, des ateliers de réseau et des ateliers de mobilité qui permettent, en cas de transition, de volonté d'évolution professionnelle, de partager les réseaux des membres. Speed networking entre écoles et recruteurs, de la même façon pour étendre son réseau. Et ensuite, organisation de conférences thématiques sur l'emploi ou les métiers comme ce soir, sur les filières ou sur des thèmes plus managériaux. Voici rapidement présenté agro-dirigeant. Je propose de continuer le tour de table. Alain. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Alain Guichou, je suis ingénieur agro, donc vous voyez que ça date un petit peu. Hein, j'ai fait mes études à Grignon entre 82 et 85. Ensuite, j'ai enchaîné des expériences professionnelles dans différentes structures, chez Nielsen, dans le groupe Soufflet, dans le groupe coopératif Terrena et au pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation. Depuis 4 ans environ, je fais du recrutement et du placement de managers de transition pour le cabinet Amarixia. C'est une petite structure hein, avec quelques particularités. D'une part, on intervient quasiment exclusivement dans le monde industriel, très très peu dans les services ou dans la finance. Autre spécificité, on intervient sur des postes en top management, mais également des postes de cadre plus subalternes, on va dire. Et puis, nous avons une structure de portage salarial intégrée au cabinet. Je pense qu'on reviendra sur ces différentes notions. Je me connecte, voilà. Bonjour, ou plutôt bonsoir, bonsoir à tous. Jean-Louis Dietrich, je suis managing partner, comment dire, de manager en mission. Alors, manager en mission, comment dire, nous, on est un acteur un petit peu particulier dans le paysage du management de transition, parce qu'on n'est pas un cabinet de management de transition, nous, on est un réseau de managers de transition indépendants. Et puis, ce qui nous lie tous, c'est qu'on est tous en portage salarial. Manager en mission, peut-être déjà sur moi-même, moi je suis j'anime ce réseau depuis 3 ans maintenant et puis avant j'ai été manager de transition pendant 12 ans, j'ai fait un certain nombre de missions, 16 au total en France à l'international sur des domaines plutôt de direction générale, direction supply chain et puis aussi des missions dans le monde informatique. Voilà. Peut-être pour vous parler un peu de manager en mission, on est un réseau de managers de transition indépendants. Aujourd'hui, je dirais, on est 5 managing partners à animer ce réseau. On est je dirais, il y a une équipe administrative aussi derrière nous, donc avec 6 chargés d'affaires qui couvrent toute la partie back-office, contractualisation, gestion, suivi administratif. En termes de manager, depuis comment dire qu'on exerce de 2013, on a formé pratiquement 800 managers, 800 managers qui sont passés dans notre cycle de formation, dont une quarantaine je dirais en direction de mission. Taux d'activité de notre réseau aujourd'hui, 68% des managers en activité.
Notre volume d'activité, je dirais actuellement, on a 217 missions en cours. On représente à peu près 30% du chiffre d'affaires du groupe cadre en mission. Qu'est-ce qu'on amène, nous, aux managers aujourd'hui? C'est 4 choses. C'est notre savoir-faire, d'une part, donc je dirais la formation et l'accompagnement. Notre réseau premium, aujourd'hui, nos managers, comment dire, se rencontrent tous régulièrement et on a, je dirais, un niveau de réseautage très, très fort. Ce qu'on amène également aux managers, c'est notre métier, le portage salarial. Okay. Et puis aussi des clients, hein, parce que régulièrement on est sollicité par des clients de, je dirais, de l'industrie ou des services, mais aussi par d'autres cabinets de management de transition pour tout simplement identifier des managers. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'avoir l'occasion de parler de ce métier absolument passionnant. Donc, côté Veltus, nous sommes 2 représentants ce soir. Donc, moi-même qui suis associé, on est 14 associés. Je suis chez Veltus depuis 3 ans maintenant. Et Florence Villemain qui se présentera après moi et qui s'occupe du pôle talent chez nous. Donc, Veltus, je pense que l'essentiel d'entre vous nous connaissez. On est aujourd'hui les leaders, alors voilà, leaders au moins en taille, sur le marché français et maintenant européen. On vient de faire 2 acquisitions en Angleterre et en Scandinavie pour suivre le caractère international de nos clients. Ce qu'on a essayé de faire depuis qu'on a été créé il y a 20 ans maintenant, ça va être nos 20 ans cette année, c'est vraiment de tirer le marché vers le haut. Alors d'abord en volume, en faisant parler de nous, en faisant parler du métier, en donnant ces lettres, ce qu'on a coutume de dire, donner ces lettres de métier, de noblesse au métier, mais également en y apportant des processus, que ce soit les processus d'intégration, processus d'excellence opérationnelle. On forme nos managers pour les missions. Voilà, donc on essaye d'être vraiment de tirer vers le haut le marché en volume et en qualité. On a été à l'origine aussi de la fédération qui s'appelle maintenant France Transition. Voilà, et on travaille sur les fonctions de comité de direction très, très essentiellement. Et donc, France et International, vous avez quelques chiffres ici. 2 mots donc, pour ce qui me concerne. Donc, 3 ans chez Veltus, 5 ans de conseil dans un cabinet américain avant de rejoindre Veltus. Et avant 20 ans de direction industrielle, direction des opérations France International, dans des groupes essentiellement cosmétiques et textiles. Voilà, et j'ai fait donc AgroParisTech 84-87 avec ensuite un doctorat sur le séquençage de l'ADN, qui est bien loin maintenant. Voilà. Florence, peut-être si tu veux te présenter. Ouais. Alors. Oui, bonsoir. Moi, je suis voilà, également, je représente l'entreprise Veltus que j'ai rejoint il y a maintenant un certain temps, quasiment à la création de l'entreprise. Ça fait une petite vingtaine d'années. Et j'anime ce qu'on appelle chez Veltus le pôle manager. Donc, c'est en fait l'entité qui est vraiment dédiée à la relation manager. Donc une équipe de 7 consultantes qui sont réparties fonctionnellement et qui travaillent à la fois à l'identification, à la validation des futurs managers et également en fait à la partie staffing des missions. Donc ce sont elles voilà, qui vont proposer les dossiers des managers qui correspondent le mieux au sujet qui sont proposés par les associés. Voilà rapidement. Merci Florence. Je propose de passer le micro à nos témoins de ce soir. Antoine. Oui, bonsoir à tous. Très heureux en fait de participer à ces réunions agro-dirigeants. Ça fait toujours un plaisir, même si on ne peut pas se retrouver tous ensemble physiquement au Quai Voltaire. Antoine Meyer, donc moi je travaille aujourd'hui pour le groupe Sumitomo Corporation. C'est japonais. Ça a 4 siècles d'existence, un peu plus. Ça considère même que c'est peut-être une des plus anciennes entreprises au monde, aujourd'hui, en tout cas dans le monde industriel, qui a survécu. Donc, on peut se dire, manager de transition et une entreprise aussi vieille, et avec des collaborateurs qui ont 30 ans de présence dans la boîte, des patrons de pays qui ont au minimum 25 ans de présence,
dans le groupe, on peut dire c'est quoi le lien. Et pourtant, je suis effectivement utilisateur de manager de transition. Je suis donc à la tête de la structure Europe depuis le lockdown de l'année dernière. Ce qui fait que jusqu'en fin d'année, je faisais les allers-retours entre Paris et Londres. Et aujourd'hui, je vous parle depuis Paris. Notre groupe en Europe, c'est à la fois des activités de retail, c'est-à-dire que c'est vraiment de la vente de négociants directement aux agriculteurs, mais également c'est des activités de distribution, c'est-à-dire nous vendons aux coopératives, aux négociants agricoles, qui eux, après, vont revendre aux agriculteurs. Une centaine de collaborateurs on va dire, dans une dizaine de pays. Si je vais vous parler ce soir de mon expérience avec le management de transition, c'est qu'on a également, donc, outre des activités purement agricoles, on a une activité dans le domaine, ce qu'on appelle LED en interne, Life Environment Department, tout ce qui est 3D en français, tout ce qui est insecticides ménagers, tout ce qui est pest control, qui est une petite unité qui couvre l'Europe et qui m'a amené à faire appel à des managers de transition. Un de mes propos, ça va être d'expliquer pourquoi finalement on est même passé de la mission ensuite au recrutement, ce qui est sûrement un cas, mais ce n'est pas l'étendue des cas. Aujourd'hui, mes problématiques générales, un mode agri, on pourrait même dire un monde agri qui change sous deux pressions en fait très très différentes. Il y a la pression sociétale et la pression réglementaire. On pourrait croire qu'elles sont alignées. En fait, elles ont des contraintes très différentes en résultantes. D'une part, c'est des augmentations des structures de coûts de l'innovation et un besoin politique d'accélération du temps, ce qui n'est pas tout à fait en lien avec du temps long de la recherche. Ça veut dire qu'en permanence, au sein des équipes, nous, on est à la recherche de transformations. Et pour ces transformations, j'ai besoin de tous les talents de la société. Donc souvent, une des questions que je me pose, comme le marin sur le bateau se pose la question d'où vient le vent, moi, je me pose toujours la question, mais où sont mes talents ? Où sont mes talents et qui peut me fournir des talents? Voilà pour l'introduction. Très heureux d'échanger avec vous ce soir. Merci Antoine. Je propose de passer le micro à Michel, témoin, manager de transition, on va dire. Michel. Voilà, manager de transition depuis 2 ans maintenant. Très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis également Uniagro. J'ai une double casquette en formation à la fois universitaire et à la fois INSAIA Nancy option lait. Là aussi ça date, 85. J'ai toujours travaillé dans le domaine agroalimentaire avec différentes responsabilités. Je suis parti bien sûr de responsable de service, puis production, direction d'usine, puis direction de plusieurs usines dans des filières lait, charcuterie, traiteurs, céréales pour beaucoup. J'ai également bien sûr dirigé des départements à côté comme la qualité, la R&D et surtout les travaux neufs avec des projets d'agrandissement d'usines, de déplacement d'usines. Voilà, et tout ça dans un souci, dans un esprit d'amélioration bien sûr des résultats. J'ai travaillé dans des petites structures comme dans des grands groupes prestigieux comme La Berry, Soufflet, Casino, Sodial. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais pour avoir des missions de management de transition? On va parler un petit peu plus loin. C'est que je cultive mon réseau. C'est par le biais du réseau que j'arrive à avoir des missions de transition. Et bien sûr, j'essaye de mettre en avant un savoir-faire que j'ai acquis au travers de toutes ces expériences qui sont, pour moi, le bon équilibre entre le process, les matières premières et bien sûr le management autour de cela pour améliorer les efficiences de ligne et améliorer bien sûr les résultats de l'entreprise. Voilà. Parfait, merci à tous. Peut-être quelques mots rapides de présentation des agro-dirigeants qui animent et qui coordonnent l'atelier de ce soir. Thierry, en live, je te passe le micro pour te présenter. Ton micro est éteint. Oui, oui. Vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez et vous m'entendez en même temps? Non. Absolument. Ok, voilà. Donc, Inter, moi je suis, comme disait Laurent, animateur bénévole
du groupe agro-dirigeant depuis à peu près un an. J'ai fait 25 ans de carrière dans l'agro-fourniture, dans des grands groupes français et internationaux, à des postes de responsable marketing ou de direction de la R&D innovation, donc secteur agriculture. Et à ce titre, j'ai également une activité de manager de transition sur la direction du développement de l'innovation et notamment dans des contextes de transformation. Voilà. Je te redonne la parole. Merci Thierry. Nicolas? Alors donc, moi, c'est Nicolas Viard. Je ne sais pas, oui, vous devez me voir là, j'imagine. Oui, oui. Donc, moi, je suis chez AgroDirigeant depuis 4 ans, où j'anime au sein du bureau les différents événements pour nos membres AgroDirigeants et aussi pour les personnes qui nous rejoignent au gré des événements. Je fais pas de mission de management de transition proprement dite. Par contre, j'ai développé toute une pratique et une activité d'organisation d'événements en ligne et j'accompagne beaucoup d'associations, d'entreprises et de projets dans leur communication digitale en leur permettant par le numérique de mieux communiquer. Et ça passe beaucoup en ce moment par la vidéo et des événements comme ce soir. Et donc, je serais très heureux de vous faire participer à une petite trouvaille en fin de réunion pour retrouver cette convivialité qu'on a un peu perdue avec nos événements en ligne. Merci Nicolas, c'est un super teasing pour notre dernier épisode de ce soir. Et donc moi-même, Laurent Yannick, donc 25 ans de parcours dans l'industrie agroalimentaire, grande consommation, B2B, B2C. Mon fil rouge, c'est la transformation des organisations autour de l'innovation et la création de nouveaux business et leur développement chez Lactalis, Coca-Cola et dernièrement Axerial et chez AgroDirigeant plus ou moins proche en fonction des postes depuis maintenant 6 ans et actuellement en repositionnement sur un job de DG de PME ETI ou patron de la transformation par l'innovation et les nouveaux business dans un groupe de taille plus important. Voilà. Donc, je vous propose, après ce tour de table, pour que vous sachiez qui parle et que vous puissiez nous recontacter les uns les autres et en particulier nos invités de ce soir, je vous propose de passer au vif du sujet et de rentrer un peu plus dans le détail du management de transition sur un peu d'analyse de métriques sur le métier, la structure du marché, la segmentation, le rôle des différents cabinets, les fondamentaux de la gestion d'une mission et les aspects pratiques. Donc, chacun des invités interviendra en fonction de, de ses spécificités, mais également en fonction de l'intérêt. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à lister ou à poster les questions que Thierry note pour que l'on puisse y répondre ou tâcher d'y répondre en fin de session. Donc, je vous propose de commencer. Alain, je pense que the floor is yours. Bon, je me lance. Alors, qu'est-ce que le management de transition? On a déjà effleuré le sujet et on va bien sûr le développer. Mais je pense qu'il y a plusieurs termes qui sont importants. Bon, d'abord, manager, ça veut dire que ça concerne des cadres. Bon, ça concerne spécialement ce soir les agro-dirigeants. Et je pense qu'en effet, ils ont en général le bon profil pour être manager de transition. Ça concerne plutôt des cadres seniors, ça c'est un point assez important, à des postes de direction avec des notions assez larges de la notion de directeur. Et plusieurs termes sont importants. Prise en main opérationnelle, donc il s'agit d'être très rapidement opérationnel dans une mission que souvent on prend en urgence. Enfin, en urgence, tout est relatif. Les cabinets de management de transition, en général, sont pressurisés pour proposer des profils quelques jours après le premier coup de fil du client, mais dans la réalité, je crois que le délai moyen entre ce premier coup de fil et le démarrage d'une mission, c'est plus d'1 mois. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours si urgentissime. Par contre, un point important, c'est qu'en général, la mission est limitée dans le temps. Alors, elle peut être prolongée, mais il s'agit d'être
très rapidement donc efficace pour une mission en général de quelques mois, voire un an, souvent prolongée jusqu'à 18 mois ou 2 ans, mais rarement plus. Donc, pendant cette mission, on se consacre à 100% à une tâche déterminée, en général dans un contexte de changement, de transition, d'où le terme, avec un cahier des charges spécifique et en général en étant inséré au sein, je dirais, d'un trio, c'est-à-dire qu'un trinôme concernant à la fois donc, le manager qui prend son poste, son client, bien sûr, son interlocuteur au sein de l'entreprise, souvent le DG de l'entreprise, et puis un associé ou un partenaire ou un directeur de mission, là les termes diffèrent suivant les cabinets, qui va suivre les relations entre l'entreprise et le manager de transition pendant toute la durée de la mission. Et je pense qu'on reviendra sur cette notion qui est très importante. Voilà, donc il s'agit d'être très rapidement opérationnel pour une mission de quelques mois. Je pense que mes collègues compléteront et qu'on affinera au fur et à mesure des exposés. Merci Alain pour cette introduction. Donc, pour ce qui me concerne maintenant, je vais partager avec vous un certain nombre de chiffres qui sont issus de la Fédération nationale du management de transition qui a été rebaptisée France Transition à partir de janvier 2020. Alors, ce sont des chiffres de 2019, je n'ai pas les chiffres de 2020. J'ose espérer qu'ils sont atypiques et que voilà, qu'ils seront représentatifs de rien du tout et que 2021 repartira sur la tendance des années précédentes. Merci Laurent. Donc voilà, quelques mots. Donc c'est un peu comme le conseil, c'est un métier qui vient du nord de l'Europe et qui se déploie petit à petit vers le sud. Donc là, vous avez quelques chiffres de volume et vous voyez donc avec un taux de pénétration qui est bien plus fort en Allemagne par exemple qu'en France. Donc ce qui nous laisse à tous des perspectives de croissance sur le marché, qui sont quand même intéressantes, être dans un marché saturé. Voilà, donc avec une forte croissance annuelle, sauf 2020 à nouveau, qui est pas représentatif de la tendance du marché, qui répond à la fois aux besoins des entreprises d'agilité, là pour le coup de 2020 est peut-être quand même représentatif de ce besoin, mais aussi d'une évolution de l'approche à un certain âge et certaines seniorités de l'approche qu'on a de nos contrats et de l'envie l'envie des contrats qu'on a envie d'avoir avec les entreprises. Voilà, donc on veut parfois aussi plus de flexibilité. Donc, un premier chiffre, donc 117% de croissance en 4 ans, donc un marché, comme je disais, en forte croissance. Sur la slide d'après, vous avez la répartition entre les différents types de missions. Donc, management relais, c'est classiquement voilà, un poste, un trou entre deux personnes et on reprend un poste comme il est et on le relaisse comme il est. Mais vous voyez que l'essentiel des missions de transformation, donc pratiquement 70%, on est sur des projets de transformation, de crise, de retournement. Voilà, on change l'entreprise et on l'aide à passer un cap. Ensuite, sur la répartition entre fonctions, alors donc ça dépend un petit peu des acteurs du marché. Voilà, certains comme les acteurs sont plus positionnés sur les fonctions premium, direction générale par exemple. Mais voilà, globalement, ça vous donne un peu le panorama. Donc, c'est un marché qui est essentiellement tourné sur les fonctions support, donc un peu moins sur les fonctions front office type marketing et commercial. Voilà. Après, c'est pas zéro. Les fonctions R&D, c'est assez rare également. Donc, toutes les fonctions financières, RH, système d'information, direction d'usine, supply chain sont vraiment l'essentiel des missions de transition aujourd'hui. Après, sur la partie internationale, c'est également assez variable en fonction des acteurs. Certains sont plus installés à l'international et ça peut donc soit en propre, soit au travers de réseaux internationaux. Et les missions internationales, c'est un peu dans les deux sens. C'est que on peut trouver à l'étranger des managers pour des clients français qui ont des filiales internationales ou à l'inverse, en France, des managers français pour des filiales internationales dont les groupes ou les maisons mères ont sollicité les acteurs du réseau. Voilà. Ensuite, les secteurs industriels, on en a rapidement, c'est assez variable aussi. Alors, je ne sais pas si mes confrères partagent le constat. On travaille assez peu pour les banques. C'est peut-être le secteur sur lequel on est le moins présent. Services, facility management, c'est un secteur sur lequel on travaille beaucoup. Mais éventuellement, voilà, comme vous voyez dans les chiffres, l'essentiel des missions sont dans le secteur industriel. Je ne sais pas si c'est lié au caractère d'urgence
d'émissions qui fait que l'industrie est toujours plus pressée que les autres, je ne sais pas. Ensuite, les types de clients, donc pareil, c'est variable suivant les acteurs, mais c'est essentiellement les ETI. Les grands groupes sont souvent très équipés en interne avec des ressources, donc ils se tournent un peu avec les. Encore, ça dépend un peu des groupes. Il y a des cultures de groupes qui tournent plus facilement vers la transition, puis d'autres qui sont très hostiles. Et les PME sont souvent soit pour des questions de moyens, plus tournées vers du part-time ou du temps partagé. Ou alors elles ne connaissent pas l'outil, voilà, parce qu'elles n'ont jamais été touchées à titre commercial ou voilà, elles ne se sont pas posé la question. Donc l'essentiel du marché, ce sont les ETI. En termes de répartition hommes-femmes, alors pour le coup, ce n'est pas une représentation très agro, ça, enfin une répartition très agro. Je pense que ça vient de l'âge des managers en moyenne, qui au niveau de l'encadrement et des cadres, c'est peut-être une statistique qui représente la proportion hommes-femmes dans les cadres. Alors, je n'ai pas le split par fonction, mais il peut y avoir des différences par fonction. Les fonctions RH sont par exemple plus féminines. Mais voilà la répartition globale pour ce qui concerne les missions. Voilà, en termes de durée de mission, donc, Alain en a parlé tout à l'heure, hein, donc classiquement 4 à 18 mois. En dessous, souvent en dessous de 4 mois, le client, souvent, il arrive à se passer du manager. Et au-delà de 18 mois, il y a d'autres solutions comme le CDI, par exemple. Voilà, donc durée moyenne, 7 mois et demi, c'est un peu plus long pour les fonctions de direction générale. On pourra revenir sur le détail des chiffres si vous le souhaitez. Merci Bertrand pour cet état des lieux chiffré, on va dire, du marché. Une question simple, Jean-Louis et Florence, finalement, qu'apporte un cabinet ou un partenaire à un manager ou qui veut se lancer dans le métier du management de transition? Oui, alors vous l'avez vu sur un slide précédent, hein, la dernière étude montre que ce marché est intermédiaire à 60%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 60% des missions passent par une entreprise de management de transition ou un cabinet et que 40% en fait, des missions sont en fait des accords de gré à gré entre un manager indépendant et un client. Alors, le fait et notamment de démarrer ce métier avec un partenaire, c'est déjà en fait certaines garanties sur la qualité de la mission, une meilleure maîtrise des risques et aussi par exemple du risque financier. Hein, quand vous travaillez avec un partenaire, en général, vous avez la garantie d'être payé. Le fait d'avoir, ça c'est un point assez crucial, c'est d'avoir un accompagnement tout au long de la mission, c'est-à-dire quelqu'un qui va être un petit peu votre coach, votre alter ego, votre effet miroir tout au long de la mission. Et c'est toujours bien d'avoir un regard de quelqu'un qui à la fois connaît bien le contexte et le client, mais qui n'est pas forcément au quotidien dans le vif du sujet. La garantie aussi d'avoir des propositions de mission adaptées à votre profil, à vos compétences. Et ça, c'est tout le travail notamment que nous faisons au pôle manager pour bien évaluer et cerner en fait vos expertises, vos compétences. Donc, un suivi également, alors quand vous êtes dans la mission, bien évidemment, c'est le point précédent, mais aussi quand vous serez en intermission, hein, et c'était le point de tout à l'heure, soulevé notamment par Jean-Louis, d'accéder à un réseau et de pouvoir échanger avec des pairs, que vous soyez en mission ou non. Et donc une communauté de managers. Ok. Florence, pour compléter peut-être ce que Florence raconte, je dirais une des difficultés quand vous êtes manager de transition, quand vous allez être manager de transition, ça va être la solitude.
La solitude, vous allez la voir, je dirais, en intermission et vous allez aussi la voir en mission. Et le fait de travailler avec un partenaire, comment dire, vous conforte quand même d'une manière très sensible, je dirais, par rapport à ce métier-là. Et surtout quand vous commencez, et puis voilà, les différents arguments que Florence a donnés vont tout à fait dans ce sens-là. En mission, je dirais, en mission, bah, vous avez une difficulté de pouvoir appeler, comment dire, le directeur de mission ou l'associé pour dire j'ai ce problème-là, est-ce qu'on pourrait en discuter, est-ce qu'on pourrait voir le client? Je dirais c'est bien plus simple que je dirais de mouliner ce sujet-là tout seul. Donc voilà, et puis ensuite l'intermission, je dirais le premier objectif ou le premier besoin que vous aurez, ça sera de trouver une nouvelle mission. Et quand vous êtes seul, vous êtes votre seul commercial, je dirais c'est relativement compliqué. OK ? C'est mieux avec le micro, avec la caméra. Donc, transition en grand au milieu, hein, ça ne veut pas dire que c'est mieux, c'est juste pour mettre en avant évidemment le sujet dont on parle ce soir, donc en comparaison avec l'intérim et le conseil. Alors, je vais caricaturer évidemment parce que la frontière est évidemment pas si nette que ça. L'intérim, en caricaturant à nouveau, on est vraiment sur on n'est pas sur des projets de transformation, on est vraiment dans le maintien de l'activité, sur des activités plutôt de main-d'œuvre très opérationnel. Et le conseil, à l'inverse, on est sur des choses où il faut beaucoup de matière grise, cruncher beaucoup de data, faire des modélisations très compliquées, mettre plusieurs personnes en même temps sur un projet. Donc, il y a une ingénierie qui est un petit peu assez complexe. Et la transition, c'est un mélange des deux. C'est du très opérationnel. On ne fait pas de la transition avec des gens qui n'ont fait que du conseil. Il faut avoir été un patron opérationnel. Mais en même temps, il faut apporter un peu de recul, un peu hauteur de vue, un peu de méthodo, à la fois sur la partie diagnostic pour faire le tour du job au départ, et on reviendra sur le point dans les slides d'après, et en même temps sur la qualité de l'exécution de la mission en termes de suivi, d'indicateurs, de plan d'action, de formalisme. Donc la transition, c'est vraiment une belle synthèse de ces deux choses-là. Voilà. Donc voilà, donc je faisais l'introduction, je vais continuer, puis Alain et Jean-Louis compléteront, ou Florence compléteront si j'oublie des choses. Donc on parlait de la première phase de la mission, c'est très souvent un diagnostic, même si on est en management relais, on se rend compte que très souvent c'est important de faire le tour du sujet pour vérifier s'il n'y a pas des trous dans l'organisation, et la seniorité des managers apporte ce regard-là et cette expertise. Donc ça permet de compléter le regard du client, de mettre un grand coup de projecteur et de transparence. Et très souvent, le client va découvrir des choses qu'il n'imaginait même pas au travers du regard du manager. Donc ça, c'est la première partie de la mission qui se solde par un échange et un partage de diagnostics, avec ensuite des points d'avancement réguliers qui se font avec le partenaire du cabinet qui est en support auprès du manager. Et ensuite, une pérennisation des acquis pendant la mission par la transmission d'un rapport, mais évidemment d'une transmission plus, je dirais, humaine et live pour le coup de l'apport du manager de transition, pour qu'en fin de mission, il n'y ait pas un creux et que la dynamique de l'entreprise, vous voyez, garde un peu cette pente-là. Voilà, c'est pas un rapport qu'on remet puis l'entreprise se débrouille avec. En fait, la dynamique, elle est lancée, elle continue sur la même trajectoire pour le bénéfice et la création de valeur dans l'entreprise. Jean-Louis, des points supplémentaires que vous souhaiteriez rajouter ou des spécificités? Pour compléter ce que dit Bertrand, quand on est manager de transition, on doit savoir arriver rapidement, mais on doit aussi savoir partir. Et donc, toute la mission va s'organiser autour, je dirais, de cette transformation. Je dirais, avec la disponibilité du manager, donc au départ, toute la partie diagnostic, les objectifs de mettre en place un projet de transformation. On mène la mission avec un suivi régulier. Et puis ça, je dirais, c'est très important. Et je pense que sur ça, je dirais, tous les acteurs du métier du management de transition sont d'accord là-dessus. Et ensuite, c'est aussi, on ne s'arrête pas juste comme ça. On assure le succès, je dirais, suite à cette mission. Donc, toute la partie transmission est très importante. Donc, voilà, le rapport de fin de mission, mais aussi la transmission aux acteurs qui vont rester. Alain, tu veux compléter? Vas-y.
Non, alors je suis d'accord sur ces 3 phases. Hein. Parfois, on parle, suivant les structures, de rapport d'étonnement, qui n'est pas tout à fait la même chose que le rapport de diagnostic pour la première phase. Le rapport de fin de mission n'est pas systématique. Alors, je voulais évoquer juste un cas particulier qui n'est pas le plus fréquent, mais qui arrive quand même. Certaines entreprises utilisent le management de transition dans des contextes où soit elles n'ont pas le droit d'embaucher parce qu'il y a un PSE en cours, par exemple, ou alors elles trouvent que les périodes d'essai, même renouvelées, sont trop courtes. Donc, elles utilisent le management de transition comme une pré-embauche. Donc, ça veut dire que dans ces cas-là, que les 3 phases, évidemment, sont un peu différentes. Le manager de transition se succède à lui-même, en général en CDI, mais c'est loin d'être le cas le plus fréquent. Hein. Je pense que c'est un cas particulier. Mais sinon, effectivement, les 3 phases sont importantes et bien sûr, la fin de mission doit être particulièrement soignée. Parfait, merci messieurs. Et maintenant, concrètement et pratiquement, comment est-ce que ça se passe, Alain? Alors, comment ça se passe concrètement? Alors là, on rentre dans les éléments contractuels, donc, et avec, là, sont évoquées les 3 formes de statut pour des managers de transition. Alors, soit le manager a une structure qui lui permet de faire de la facturation, c'est-à-dire qu'il a une SAS, une SASU, enfin, ou donc il facture lui-même, alors soit directement au client final, soit à l'EMT, enfin l'entreprise de management de transition qui est intermédiaire entre le manager de transition et le client final. Ça, c'est un des cas. On reviendra derrière sur les avantages, inconvénients ou spécificités de chaque formule. Soit il choisit de faire ce qu'on appelle du portage salarial. Donc, je disais auparavant qu'Amarexia pouvait proposer directement cette formule au manager. Donc, c'est le cas pour, par exemple, des managers qui ont toujours été salariés dans leur vie professionnelle antérieure, qui sont habitués à recevoir des bulletins de salaire et à ne pas trop s'encombrer l'esprit avec des contraintes administratives, qui n'ont pas nécessairement envie de prendre un comptable, de faire appel à un avocat, etc., pour les aider. Donc, ils conservent le statut de salarié tout en étant prestataire, c'est-à-dire que c'est la société de portage salarial qui va transformer les prestations facturées et payées, surtout par le client final, en salaire. Donc, suivant un barème convenu à l'avance et en fonction, en général, des sommes encaissées par la société de portage. Alors, en général, les cabinets font appel à des sociétés de portage spécialisées, donc qui, bien sûr, prélèvent une petite commission au passage, enfin une commission plus ou moins petite, hein, pour vivre aussi de cette fonction et de ce réel service apporté aux managers de transition. Le dernier cas concerne notamment les directeurs généraux ou présidents qui ont besoin d'avoir un mandat social et on leur propose dans ces cas-là de faire toute partie de leur prestation sous forme de relation directe avec l'entreprise, donc en général un CDD. Ce qui est plus facile aussi pour faire partie des instances de représentation du personnel. Alors, je crois qu'il y a un tableau derrière qui précise tout ça. Oui, tout à fait. Quels sont les plus et les moins de ces différentes options, hein, plus ou moins de complexité en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Je vais peut-être vous parler un peu, comment dire, des différents statuts que vous pouvez avoir quand vous êtes manager de transition, comme le disait Alain avant. Comment dire, il y a 3 grands statuts. Il faut déjà voir une chose, le CDI, quand vous êtes manager de transition, je dirais c'est un peu fini parce que vous allez être entre des missions et de l'intermission. D'accord ? Donc, mission et intermission. Pour faire ça, je dirais les EMT ou je dirais même les clients, ils veulent contractualiser directement avec vous. Donc, vous avez les différentes je dirais, formes sociétales qui
vous sont proposés. On va peut-être commencer par la micro-entreprise au départ. Donc, c'est une forme très petite d'entreprise. C'est un cas particulier. On peut l'utiliser pour démarrer maintenant, je dirais, pour les gens qui l'ont utilisé, je dirais très rapidement. Ils se sont dit, j'aurais mieux fait de commencer tout de suite avec ma SASU ou de commencer, je dirais, en portage salarial. Mais bon, c'est un statut, je dirais, si on fait du management de transition très occasionnel et on ne veut pas faire de carrière dans le management de transition, on peut effectivement passer par là. Dans les deux autres formes sociétales, je dirais dans les formes juridiques, il y a une forme qui est un petit peu plus ancienne, c'est le URL ou la SARL, et puis je dirais une forme un petit peu plus moderne qui est la SAS ou plutôt la SASU. Quand vous utilisez, je dirais, et ça bon, je l'ai fait, j'ai utilisé ces deux formes sociétales, vous êtes soumis, je dirais, au TNS, vous êtes, comment dire, votre net facturé, vous vivez avec ce que vous encaissez. Trésorerie, vous êtes aussi lié à ce que vous encaissez. Il y a une charge administrative très importante. Il y a une charge administrative très importante. Et puis, je dirais, le dernier point, c'est le maintien je dirais, des indemnités Pôle emploi quand vous commencez. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec ces statuts-là, à long terme, vous sortez je dirais, de l'avantage Pôle emploi que procure le salariat. La différence entre les deux, je dirais, va essentiellement être, sur le statut social, parce que dans l'un, vous serez, je dirais, des indépendants, vous serez au TNS, et dans l'autre, vous serez assimilé salarié. Et ça, quand vous regardez vos états de retraite, vous vous rendez compte que ça serait mieux de prendre une SASU plutôt que de prendre une URL. D'accord ? Le dernier statut qui est quand même, je dirais, le statut préféré des managers de transition, c'est le portage salarial. Portage salarial, pourquoi ? Parce que c'est le statut le plus simple. C'est le statut le plus simple pour des gens qui font du stop and go. Votre vie de manager de transition, vous allez être à mi-temps en mission ou à 7 mois et demi, comme le disait Bertrand tout à l'heure, 7 mois et demi en mission, en moyenne 5 mois et demi en intermission. Le portage salarial, je dirais, vous donne une charge administrative très réduite, avance sur trésorerie, l'estimation du net facturé, ça va être, je dirais, relativement simple. Les droits Pôle emploi vont être suspendus pendant le contrat, c'est vrai, bien qu'on peut faire du cumul, mais surtout, un des avantages, c'est que quand vous faites des missions en portage salarial, vous allez tout simplement régénérer, comme vous êtes salarié, vous allez régénérer de nouveaux droits. D'accord ? Donc, ça vous donne une protection sociale, je dirais, plus intéressante. Et puis, c'est pour ça que je dirais, il y a pas mal de gens pas mal de managers de transition qui optent pour cette forme sociétale. Parfait. Merci beaucoup pour cet état des lieux. S'il n'y a rien à rajouter, je pense que ça nous a permis déjà de couvrir le marché, les tendances et du coup d'ouvrir le moteur pour voir comment tout ça se met en musique et se met en œuvre. Donc, je propose de passer la parole à Michel et à Antoine pour qu'ils partagent avec nous leurs expériences de managers ou de clients du management de transition et qu'on ait finalement une vision sous un angle différent. Donc, oui, Antoine, dans un premier temps, Laurent. Oui. Merci Laurent. Alors, quand j'ai lu la diapo sur les dimensions contractuelles, j'ai vu qu'une forme en cas de mandat social, c'était le CDD. Donc, en fait, je me demande si je suis pas actuellement manager de transition pour Sumitomo, puisque effectivement sur l'Angleterre, j'ai bien un contrat à durée déterminée dans lequel on a simplement prévu un seul renouvellement. Donc, intéressant comme démarche et comme similitude de position. Je voudrais juste partager en quelques minutes l'expérience où moi j'ai été client donc d'un cabinet de management de transition et nous avons donc effectivement embauché un manager de transition. La situation, c'était laquelle ? On partait d'une situation
On avait un cadre, un de nos cadres sur une business unit qui est parti, qui nous a quittés pour aller faire autre chose. Notre objectif, il était assez clair à ce moment-là. On se disait que, bien sûr, on voulait remplacer la personne. Donc, à terme, on voulait clairement qu'il y ait un remplacement. Cependant, on avait déjà estimé qu'on devait modifier complètement le profil de la personne qu'on voulait avoir, puisqu'on voulait également modifier en fait l'approche de cette business unit. On avait développé une stratégie au niveau global. Il fallait regarder comment ça pouvait se décliner au niveau européen. Donc pour moi, c'est à la fois l'opportunité du départ de ce manager, à la fois l'objectif mondial qu'on s'était fixé, de se dire est-ce que l'action ce serait pas d'avoir justement un manager de transition pour nous. Alors on voulait à la fois que ce manager de transition puisse donc décliner pour l'Europe la stratégie globale, mais également, plutôt que la décliner, vraiment l'adapter et définir des nouveaux piliers. Donc là-dessus, je crois que dans l'aspect manager de transition, il y a bien sûr ce degré d'urgence. Ce cadre était parti, on avait des activités commerciales à continuer. Donc il y avait un certain degré d'urgence pour faire ça. Aujourd'hui, j'ai parfois des administrateurs des filiales qui partent. J'envisage pas de remplacer un administrateur de filiale par un manager de transition. J'ai pas ce même degré d'urgence. Par contre, quand j'ai à la fois des activités commerciales et que je veux mettre une mise en œuvre de stratégie, oui, effectivement, je suis intéressé par ce degré d'urgence et une rapidité. L'autre dimension, et je reviendrai sur cette diapo après, mais je les prends pas dans le même ordre, mais c'est une perception d'un besoin de surqualification. Alors, à la fois sur des domaines, je vais qualifier des compétences techniques, dures, savoir faire du marketing, de la vente en fonction du poste considéré, mais également en termes de qualité relationnelle. Peut-être un besoin d'avoir quelqu'un qui rentre avec rapidement de l'entre-gens, du charisme, de la persuasion. Donc, peut-être encore plus des paramètres soft qui sont encore plus élaborés, puisque la personne n'a pas de réseau en interne. Donc, elle ne peut pas forcément utiliser le réseau en interne, elle doit le construire potentiellement très vite et surtout doit utiliser sa qualité relationnelle là-dessus. Donc, c'est pour moi une nécessité d'avoir cette vitesse initiale là-dessus. L'autre aspect, et là c'est mis sous, par exemple, les termes efficacité démultipliée, pas d'interférence politique, c'est l'indépendance de vue. C'est l'indépendance de vue, c'est du sang neuf. C'est sortir potentiellement des historiques politiques de la société. C'est sorti là-dessus. Le sang neuf, c'est à la fois pour la vision, et si on a pris quelqu'un de surdimensionné, c'est aussi pour l'apport d'outils neufs et de nouvelles méthodologies, ou en tout cas des méthodologies qui, dans cette business unit, n'ont pas encore été appliquées, utilisées, et qui peuvent avoir tout notre support en interne, mais qu'on n'a pas encore fait là-dessus. Voilà. Donc, c'est vraiment dans ces différentes dimensions que j'aimerais dire que nous, on a fait notre recherche d'un manager de transition. On a travaillé avec eux, on a travaillé effectivement avec le cabinet également de management de transition durant la durée de cette mission. Et nous nous sommes mis d'accord, c'était déjà, du reste, les clauses étaient déjà prévues dans le contrat entre le cabinet de management de transition et nous. Nous avions une possibilité d'embaucher le manager de transition à la fin de la durée de la mission sous un certain nombre de conditions. Donc, effectivement, il y avait le besoin du regard extérieur, le besoin d'une communication transparente, puisque dès le début, on a dit on est en train de conduire du changement, de la transformation. Donc, quelles sont les actions que nous voulons faire pour mener ces transformations au sein de l'entreprise? Et effectivement, se mettre dès le début d'accord. Est-ce que la mission va sortir par un rapport final et on remet ça à quelqu'un d'autre dans l'entreprise, ou effectivement, dans notre cas présent, nous avons fait le recrutement du manager de transition. Voilà, c'est ce que je pouvais dire, Laurent, comme premier témoignage, et disponible, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions. Merci à vous. Merci Antoine, et des questions, il y en a, je vois le compteur qui s'incrémente. Je vous propose maintenant, on en parle depuis le début du management de transition et du manager de transition. Je vous propose que Michel partage avec nous son expérience dans des contextes différents, dans des secteurs différents, qui nous explique un peu comment lui, il vit de l'intérieur ses missions.
Merci Laurent. On voit bien, on entend bien, c'est bon? Oui, très bien. Parfait. Voilà, deux slides pour expliquer voilà, le management de transition, se poser les bonnes questions pour savoir si c'est fait pour moi. Tout d'abord, il faut faire la distinction entre du management de transition et du conseil. Le management de transition, le management opérationnel, vous êtes avec les équipes, vous avez des fonctions opérationnelles, vous prenez des décisions et vous faites avancer le bateau avec les équipes. Le conseil, vous êtes à côté, généralement à côté du dirigeant, vous conseillez le dirigeant et c'est lui qui prend les décisions. Donc déjà, il faut bien savoir comment on se positionne par rapport à ça. Pour autant, quand vous avez une mission de transition, de management de transition opérationnelle, eh ben vous êtes un peu comme au CODIR, au comité de direction, c'est-à-dire qu'on va vous demander des comptes sur votre centre de responsabilité, d'avoir les résultats sur votre structure, et à côté de ça, on va vous demander bien sûr des conseils sur tel ou tel sujet qui n'est pas de votre responsabilité directe, mais dans lequel vous avez des choses à dire, vous pouvez apporter des choses à l'entreprise. Donc il faut avoir une ouverture d'esprit pour avoir cette double casquette. Voilà pour le premier slide. Pour le deuxième, voilà, un ensemble de points, l'intérêt des missions, une situation professionnelle spécifique. Voilà, c'est un ensemble de points qui vous permet de vous poser les bonnes questions pour savoir si le management de transition est fait pour vous. Alors, je vais reprendre ces points-là, mais je vais les reprendre un petit peu sous une autre forme, bien sûr après expérience. Deux grands aspects, le savoir-être d'une part, le savoir-faire d'autre part. Concernant le savoir-être, je dirais qu'il faut d'abord bien se connaître. Il faut avoir confiance en soi. Pourquoi bien se connaître? C'est que il y a différents types de missions de transition. On l'a évoqué tout à l'heure. Vous avez des missions de transition de relais, des missions de transition parce qu'il y a un nouveau projet, parce qu'il y a de la croissance externe, parce que il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a un PSE. Voilà. Donc, parce que vous vous connaissez bien, vous allez pouvoir aller vers des missions de transition qui seront faites pour vous. Donc ça, c'est un premier point. Il ne s'agit pas de prendre une mission pour prendre une mission. C'est le meilleur moyen d'aller à l'échec. Hein. Il faut être clair dans sa tête par rapport à ça. Le deuxième point, il faut être mobile. Il faut être mobile, alors mobile géographiquement, hein, vous êtes en Bretagne, il faut aller dans l'est de la France, vous êtes au sud, il faut aller au nord, vous avez besoin d'aller en région parisienne, même si ça ne vous plaît pas. Voilà, il faut être mobile géographiquement, mais également dans sa tête. Mobile dans sa tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle mission, c'est une nouvelle entreprise, ce sont des nouveaux dirigeants, ce sont des nouvelles équipes, et donc il faut être agile. Il faut vraiment avoir des qualités à ce niveau-là pour être efficace. Autre point important, gestion du stress. Vous avez une mission, et comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez des intermissions. Les intermissions, on cherche des missions, il faut pas être stressé de la vie en permanence, hein, c'est parfois long, les intermissions sont parfois longues, donc il faut savoir gérer ces intermissions. Que dire de plus en savoir-être? Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, il faut savoir quitter proprement la société. Quand vous avez une mission de transition, vous savez dès le début que c'est transitoire et vous avez une fin. Et donc, il ne faut pas faire, il faut pas, même si ça peut arriver, c'est très rare, il ne faut pas avoir deux cibles en même temps. Il ne faut pas avoir la cible dans votre mission de management de transition et se dire je vais avoir un CDI derrière ou je recherche un CDI derrière. C'est deux choses différentes, c'est deux cibles différentes, deux comportements différents. Donc attention, ne vous trompez pas de cible pour être efficace. Deuxième grand thème, c'est le savoir-faire. Le premier des savoir-faire, c'est d'être bon commercial. Vous êtes commercial, pourquoi?
parce que d'abord, bon, vous pouvez rencontrer un client, donc il faut savoir vous vendre, savoir vendre votre savoir-faire, et ensuite être capable de signer votre mission. Ça, c'est le premier point. Bien sûr, vous pouvez travailler avec des cabinets de transition. Il faut savoir se vendre auprès du cabinet de transition, mais également quand vous allez voir le client pour être le bon manager au bon moment dont cette entreprise a besoin. Également, vis-à-vis des équipes que vous rencontrez pour la première fois, vous devez avoir un bon feeling, donc vous devez être un petit peu commercial également pour être efficace. Ça, c'est très important. Autre point également dans le savoir-faire, on vous demande d'être expert dans votre domaine. Alors, généralement, vous avez des responsabilités qui sont un cran en dessous de ce que vous avez pu réaliser en étant CDI auparavant. Voilà. Pourquoi? Eh bien, pour être à l'aise, pour savoir que vous avez fait le tour de ce type de responsabilité et d'apporter au mieux votre savoir-faire au niveau de l'entreprise. Vous serez plus à l'aise, donc vous serez plus efficace et bien sûr, vous serez plus rapide. Alors, le côté rapide est important, hein, c'est ce qu'on vous demande en management de transition. Vous devez amener des résultats, non pas à 3 mois ou voire à 6 mois, vous devez amener des résultats dans la semaine, voire le premier jour. C'est-à-dire que vous devez satisfaire votre client qui a signé votre mission très rapidement et apporter donc du résultat à l'entreprise hein, ou au niveau de vos équipes. Donc ça, c'est très important, la rapidité, l'agilité dont vous devez faire preuve. Vous devez être à 100%, 200% sur votre cible, votre mission. Vous êtes neuf dans l'entreprise, vous avez été briefé par un directeur de mission, et donc vous savez où vous devez aller, et vous ne vous embêtez pas avec une dimension politique, avec un historique, avec des bisbilles entre personnes. Vous avez les idées claires pour aller d'un point A à un point B, et on compte sur vous là-dessus. Et donc, c'est focus sur votre cible et votre responsabilité. Enfin, dernier point, qui est peut-être le premier, c'est d'être à l'écoute. Bien sûr, à l'écoute des gens avec qui vous travaillez, mais quand je dis écoute, c'est surtout avoir une bonne compréhension des situations et surtout une compréhension rapide des situations. C'est quoi les territoires des personnes? C'est quoi les responsabilités? Est-ce qu'il y a du chevauchement? Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Et bien sûr, pouvoir corriger ça rapidement pour être efficace. Voilà ce que je voulais compléter par rapport à ces 2 slides. N'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions plus précises si besoin. Merci beaucoup, Michel, et merci à tous les intervenants de nous avoir fait partager leur vision du management de transition, votre enthousiasme également, et quelque part d'avoir permis de lever le voile pour comprendre un peu mieux comment cela fonctionnait. Donc, comme d'habitude, bien évidemment, j'étais le timekeeper, mais je n'ai rien tenu du tout. Donc, nous avons glissé sur le timing, mais je pense qu'il était important et primordial de passer le temps pour bien comprendre le marché, ses évolutions et ses spécificités. Est venu maintenant le temps des questions et des réponses. Je vois que le curseur s'est incrémenté au fur et à mesure de la présentation. Thierry, je te passe la main. Ok, merci. Voilà, on est donc à 18 questions, donc une audience très très active. Je poserai la première question de synthèse qui est sortie. Et quels conseils on pourrait donner à un agro, un participant de ce soir, pour se positionner en tant que manager de transition? Et puis, question aussi qui va avec, est-ce qu'il y a des choses à savoir? Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques? Est-ce qu'on peut se former en tant que manager de transition? Donc là, je ne sais pas qui veut bien répondre à cette question. Je peux commencer, et puis Oui. Les collègues peuvent continuer. Je reviens sur un slide qu'on a présenté tout à l'heure. Évitez d'y aller seul.
hein. Évitez d'y aller seul, allez-y accompagné, allez-y avec un partenaire. Faites également une formation pour ça, mais allez-y avec quelqu'un. Bertrand, Alain, si vous voulez. Oui, il y a une formation par l'IFMT aujourd'hui qui est très bien. Bon, ça représente un certain budget, donc si c'est quelque chose que vous voulez faire comme ça, un peu tactiquement ou de façon un peu opportuniste entre deux CDI, c'est plus compliqué, mais si vous envisagez de faire de la transition un métier, c'est une formation qui est très bien faite. Exact. Ouais. Il y a également notre formation manager en mission. Voilà. J'en fais la pub. Merci Bertrand. Voilà. Pour compléter ce qui vient d'être dit, moi, le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui est intéressé par le management de transition, c'est qu'il faut absolument se rendre visible des différents cabinets, des différentes structures qui peuvent faire l'intermédiation ou même visible des utilisateurs finaux. Parce que, en fait, comment ça se passe concrètement? En général, quelqu'un comme Antoine qui a un besoin, il contacte un ou plusieurs cabinets qu'il connaît déjà, dont il a entendu parler, avec lesquels il a l'habitude de travailler. Et souvent, en général, il n'y a pas d'exclusivité, hein. Donc, il y a souvent plusieurs cabinets qui sont sur la même recherche. Ensuite, il faut aller très, très vite et proposer très rapidement donc, un ou plusieurs candidats. Et donc, il faut se rendre complètement visible et faire savoir aux différentes structures qui sont susceptibles de vous contacter que vous êtes sur le marché et disponible tout de suite. Sinon, personne ne pensera à vous contacter, sauf les entreprises hyper organisées comme Baltus, qui ont une base de données très, très bien faite sur les managers de transition en intermission. Je vois souvent… Pardon, excuse-moi, Alain. Je vois souvent des managers qui ont un peu honte de me dire qu'ils sont inscrits chez des confrères et je leur dis, vous inquiétez pas, c'est une bonne pratique, hein. Je crois qu'en moyenne, c'est entre 7 et… Chez 7 confrères, les managers sont inscrits chez 7 cabinets. Donc, ouais. Voilà, je confirme. Du tout, hein. Absolument, absolument. Je confirme. Donc pour la mission qu'on a mise en œuvre, en fait, moi j'ai fait appel à 2 cabinets en parallèle et c'est vrai que tout s'est joué en moins de 10 jours. Voilà, donc, après, effectivement, le candidat est disponible, adéquat, opportun. Voilà. Quant aux dimensions tarifaires, il y a très peu d'écart en fait entre les 2 cabinets que j'avais consultés à l'époque sur le coût de la mission. Donc, c'était pas le critère. Hein, donc, le critère, c'était bien la disponibilité, le degré d'urgence et l'adéquation avec le profil. D'accord. Alors, il y a une autre question qui concerne peut-être l'approche avec le client. Quand on a identifié un client qui a un besoin, comment va se passer effectivement le premier contact et jusqu'à la signature d'une offre que l'on peut proposer pour cette période de transition. Donc là, c'est sur l'offre de service. Alors peut-être une bonne pratique aussi, on parlait de se faire référencer, d'émettre pour être visible, hein, donc de se faire connaître. Mais il y a un point qui est parfois un petit peu contre-intuitif, c'est qu'il ne faut pas hésiter à être très expert, ce que j'appelle, ce que je dis à tous les candidats qui viennent me voir, trouver l'endroit où vous êtes le meilleur du monde. Donc pour vraiment sortir du lot sur ce sujet-là et vraiment sur un domaine d'expertise particulier. En pratique, quand on a donné la mission à ces 2 cabinets, on nous a présenté quelques jours après chacun des cabinets sur le papier 2 ou 3 candidats, je ne me souviens plus exactement. Et finalement, on a fait un premier tri et pour que le lendemain ou le surlendemain, on puisse en rencontrer un, maximum 2 par cabinet en fait. Ça, c'est assez vite et c'est sur un petit nombre de candidats-candidates que ça s'est fait. En tout cas, telle est mon expérience. Il y en a sûrement plein d'autres. C'est un marché qui est extrêmement rapide, hein, comme le dit Antoine, c'est un marché qui est extrêmement rapide. Je dirais on est loin des cycles de recrutement traditionnels, je dirais où on collecte des CV, on choisit les 10 meilleurs et puis on interviewe les 3. Et puis on est sur des cycles de démarrage, je dirais en quelques jours, je pense. Hein. Okay. Alors, il y a une question technique de Laurence qui concerne est-ce qu'il y a des clauses d'exclusivité, de confidentialité avec non-concurrence, voilà, par exemple de 1 an, alors qu'on a fait une mission de 5 mois?
Bah oui, c'est assez classique, hein. En fait, comment ça se passe en termes de confidentialité? Donc, si je reviens un peu en arrière sur les relations entre une entreprise, donc par exemple Sumiagro et puis les cabinets de management de transition, donc le donneur d'ordre passe un ou plusieurs coups de fil ou mail. Suite à cette démarche, les cabinets se mettent en recherche de candidats immédiatement disponibles et bien sûr dans la plaque. Et en général, les cabinets font signer, alors ils appellent ça NDA ou engagements de confidentialité, donc un document contractuel évoquant l'employeur final et plus ou moins la mission, et bien sûr dans lequel le candidat s'engage à ne pas court-circuiter le cabinet pour proposer ses services directement au client final. Ça, c'est un des engagements, mais il y a encore d'autres engagements comme quoi l'entreprise, le client final ne peut pas débaucher le manager de transition au bout de quelques jours ou de quelques semaines, ou alors suivant des termes convenus et définis à l'avance. Donc oui, il y a des relations, enfin, vous pourrez compléter bien sûr chez Valtus ou ailleurs, mais oui, il y a quand même des engagements réciproques entre l'employeur final, le cabinet et le candidat. Oui, Florence. ça c'est tout à fait, oui, ça c'est tout à fait exact, bien sûr. J'ai l'impression que la question de Laurence, elle portait sur la non-concurrence, en disant, est-ce que par exemple, je fais une mission de 3 mois dans Oui, c'est l'exclusivité. Ouais. Est-ce que ça m'interdit? Alors, en général, non. Hein, Bertrand, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. En fait, effectivement, il y a un peu 3 dimensions. Il y a ce que disait Alain, c'était les clauses de non-sollicitation dans les deux sens. C'est-à-dire que le manager ne peut pas appeler le client en direct ou le contraire. Après, il y a la notion de confidentialité au sens où le manager n'a pas forcément le droit, ou par défaut, il n'a plutôt pas le droit de citer le nom du client, par exemple sur LinkedIn ou sur son CV, c'est marqué client confidentiel, sauf accord du client. Et la troisième dimension, c'est la non-concurrence. Et ça, c'est globalement plus rare, mais il arrive que les clients exigent que le manager n'ait pas le droit, et à ce moment-là, c'est une clause spécifique one-to-one entre le client et le manager. Absolument. Puisque c'est le manager lui-même, et pas au cabinet. Et normalement, les un peu sensibles, les missions un peu sensibles sur des sujets sensibles, c'est une troisième clause en fait, un troisième type de sujet. Ouais, mais enfin bon, c'est quand même pas tous les jours qu'on. Mais c'est très rare. C'est très rare. Moi, j'ai eu un cas. Voilà, on ne le rencontre quasiment jamais, et normalement, il y a même une contrepartie financière quand on le fait. Exactement. Okay. Exactement. Pour les autres clauses, je dirais les managers, c'est important de bien les respecter, parce que je dirais c'est quand même un microcosme qui n'est pas énorme, le management de transition, et faut pas se griller sur le marché. Hein. Okay. Faut surtout bien respecter tout ça. Donc ça, c'est aussi, je dirais, un point d'attention. Alors, il y a une autre question technique, justement. Qu'est-ce qui se passe en cas quelle est la responsabilité en cas d'échec de la mission? Est-ce que c'est pris en charge dans l'offre, dans le contrat de et comment ça se passe dans ces cas-là? Ça peut être que la faute du cabinet. Ça arrive jamais, messieurs, on est d'accord? Non, c'est que la faute du cabinet, Bertrand. Ça peut être que ça. Ça, c'est la faute du client. Forcément, le client est fautif, moi je dis. Hein. On est bien d'accord. Non, mais c'est exceptionnel. Ça arrive de temps en temps, effectivement. Il y a plein de raisons. Hein. Ça peut être le manager, ça peut être le cabinet, ça peut être le client qui a changé, ou il y a plein de raisons où le grille ne prend pas. Et voilà, et c'est le cabinet qui gère après. En relation avec le client. C'est d'ailleurs l'accompagnement qu'on avait mis tout à l'heure, je dirais, dans les transparents. Voilà, c'est surtout pour ça. C'est pour éviter toute forme d'échec, et si on s'orientait vers, je dirais, un non-succès, avant de parler d'échec, hein, le cabinet pourrait changer effectivement le manager. Hein. Ouais. Okay. Alors, il y a une question également, où il y a eu 2 questions, je crois, sur… il y a eu une présentation effectivement sur la posture du manager de transition qui n'a pas de stratégie interne dans la société, ce qui lui permet d'avoir une certaine liberté dans ses propositions. Et qu'en est-il effectivement du fait d'être recruté à la fin d'une mission? Est-ce que c'est pas antinomique de sa mission de transition?
Alors, peut-être que je devrais répondre à ça parce qu'en fait, je suis complètement d'accord avec ces propos. C'est la notion d'indépendance. C'est quelque chose qui m'a énormément intéressé dans le fait de recruter un manager de transition. Et je l'ai bien souligné, cette indépendance, justement, c'est indépendance de l'histoire, indépendance des réseaux d'influence interne, et c'est effectivement amener une valeur et se consacrer à la mission. Dans l'exemple que je vous ai présenté, c'est qu'après, effectivement, le manager donc, a développé l'adaptation de cette fameuse stratégie globale. Et après, je dois dire, il y avait une phase de management de transition et puis une petite phase conseil, finalement, si on peut dire, avec les autres collaborateurs de la société. Et j'aime bien quand les conseillers, après, mettent en œuvre ce qu'ils ont conseillé. Donc là, peut-être que c'est à la frontière grise entre du conseil sur certaines dimensions et de la transition sur d'autres dimensions. Mais j'aime bien quand les conseilleurs sont aussi les payeurs. Donc, le fait pour moi d'embaucher la personne après, se dire, écoute, voilà, c'est le challenge, c'est la définition qu'on a dit de l'adaptation de notre stratégie, c'est la déclinaison de la stratégie plus un certain nombre d'investissements supplémentaires. Si on est tous d'accord par rapport à ça, toi aussi, tu es d'accord. Donc, est-ce que tu veux participer à l'aventure? Est-ce que ça a du sens? Voilà. Sinon, je suis d'accord sur les propos de Hervé. Pour moi, l'indépendance à la base, dans l'analyse de la situation, dans la mise en œuvre des premiers outils et de méthodologies, est pour moi un élément très important, cette indépendance. Ouais. C'est un cas particulier pour nous. Donc après, les autres missions, je sais. Absolument. Donc, pour nous, ça arrive de temps en temps. Pardon, ça arrive, voilà, de temps en temps. Pour nous, le principal, c'est d'être au courant du fait qu'il y ait une perspective éventuelle de recrutement du manager. Parce que du coup, nous, on ne va pas s'orienter tout à fait sur les mêmes profils. Il y a effectivement des managers de transition qui ne sont pas du tout intéressés par la perspective d'être recrutés à l'issue de la mission. D'ailleurs, souvent, la plupart d'entre eux. Donc, c'est possible, mais voilà, il faut qu'on soit bien au courant au départ. Je dirais pour la réactivité, on choisit très souvent un manager surdimensionné par rapport à la mission. Donc, pour une chance de succès, je dirais. Donc, ça peut être quelqu'un qui s'ennuie, je dirais, sur le long terme, sauf quand on est dans le cas que citait Antoine, je dirais, où on est vraiment sur un projet de croissance et où, je dirais, on a besoin de cette compétence supplémentaire après, je dirais, dans le poste qui peut déboucher. D'accord. Alors, il y a une question, tout à l'heure, Michel Meunier nous a décrit effectivement lorsque le manager de transition arrive dans l'entreprise. Il y a une question justement sur est-ce qu'il y a une méthodologie justement pour la quitter si on n'est pas recruté? Je laisse la parole à nous, on a des outils. Valtus a développé des outils, des documents, voilà, pour aider le manager à transférer proprement sa réalisation, les choses en cours, parce que fatalement, il y a encore des choses en cours. Donc, on a développé des outils, un certain formalisme, et c'est un point de vigilance très particulier. Alors, ça s'anticipe, c'est pas le dernier jour de la mission ou la dernière semaine, ça s'anticipe quelques mois avant la fin de la mission. Quand on voit qu'effectivement, ça ne sera pas prolongé, à ce moment-là, on s'organise et on vérifie que le manager a bien passé toutes les clés, process par process, à telle personne. Et dans la réunion de clôture de la mission, alors pareil, on anticipe sur la réunion d'avant, mais la réunion de clôture, on s'assure avec le dirigeant que tout est bien clair pour la suite. Voilà. Et tactiquement, moi, une chose que j'aime bien faire avec, donc c'est des documents Valtus. Au début, c'est un document Valtus, le diagnostic et le suivi de mission. Et ce que j'aime bien demander au manager, c'est de faire en sorte que ce document devienne un document du client. C'est-à-dire que le logo Valtus devienne tout petit et que le logo du client devienne très gros. Voire qu'on passe dans la charte graphique du client. Ce qui fait que quand le manager arrête sa mission, ça devient un document du client et qui s'approprie beaucoup plus naturellement. Voilà. D'accord. Une question d'Hervé Squarneck qui disait que lui, il exerce des missions de direction générale depuis quelque temps et il trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'offres en fait sur la direction générale. Donc, comment vous expliquez cela alors que apparemment ça se fait plus peut-être dans les milieux anglo-saxons? Il y a un certain volume quand même de missions sur la direction générale. Chez Valtus, je crois que c'est de l'ordre de 18-19% de l'ensemble des missions. Maintenant,
Ce sentiment, je pense, vient du fait que sur les directions générales, il y a quand même une pression des clients assez forte sur l'aspect sectoriel. Certainement beaucoup plus que, par exemple, quand vous êtes DRH ou DAF ou DSI. Donc, ce qui fait que, du coup, pour chaque individu, le marché semble, en tout cas, effectivement plus restreint que quand vous êtes sur une fonction voilà, que je citais tout à l'heure. Je pense qu'il y a Ouais. cette aussi. Ouais. Et puis peut-être pour caricaturer, sur les postes de direction générale, il n'y a pas de petite annonce, parce qu'on fonctionne soit par réseau, soit avec des intermédiaires de confiance, des tiers de confiance. Voilà, donc les enjeux sont encore plus forts que sur les autres types de postes. Alors, il y a une question sur les… Oui, excuse-moi. Non, Une question sur les chiffres. Vas-y, Jean-Louis, vas-y. Tu veux compléter? non, je dirais que c'est les missions de direction générale, oui, comme le dit Bertrand, c'est souvent des missions, je dirais, qui se négocient sans annonce. Enfin, je dirais c'est très confidentiel, mais aussi très rapide. Hein. Alors, juste pour compléter ce que disait Florence sur l'aspect sectoriel, c'est vrai que souvent on cherche des gens spécialistes du métier du client. Et moi, quand j'ai commencé dans ce métier, je pensais qu'en tant qu'agro, j'allais trouver tout de suite beaucoup de clients dans le domaine agri-agro. Et je me suis aperçu assez vite, malheureusement, que ce n'est pas le secteur qui recrute le plus de managers de transition. Enfin, je ne sais pas si vous confirmez chez Valtus, mais il y a… Alors, comment l'expliquer? Peut-être parce que, par exemple, certaines coopératives sont un peu radins, ou peut-être parce que bon, les niveaux de prix des prestations sont jugés trop élevés par rapport à d'autres secteurs. Mais ça peut peut-être aussi expliquer la question d'Hervé, parce qu'il y a des secteurs qui recrutent beaucoup plus de managers de transition, je sais pas, la high-tech, la pharmacie, la chimie, etc. Il y a peut-être plus de temps. Agro, bon, je sais que je vais peut-être décevoir des agros qui écoutent, mais ce n'est pas le secteur le plus facile pour les managers de transition. Mais il y a peut-être moins de turnover aussi, donc du coup, moins de mobilité de manager, moins de postes open. Enfin, peut-être que dans des secteurs plus tech où là, pour le coup, ça tourne beaucoup, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi une maturité de marché. Une maturité de marché. C'est vrai, l'industrie, je dirais, utilise beaucoup plus facilement des managers de transition et beaucoup plus décomplexés, je dirais, par rapport à ça. Disons ouais. Moi, je trouve qu'on a eu, il y a quand même un flux voilà, dans le secteur agro, mais peut-être plus sous l'angle effectivement assez industriel, donc de direction d'usine, de direction industrielle. Et là, d'ailleurs, nous, on se heurte au fait qu'il y a finalement assez peu d'agro qui vont vers les métiers purement industriels. Donc, on voit qu'il y a quand même un petit déséquilibre à ce niveau-là. Merci pour le message, Florence. Si je peux compléter, il y a quand même des missions aussi lors de croissance externe, de changement d'actionnaires principaux. Ça, c'est voilà, là il y a des places, des positions de management de transition qui se créent pendant un certain temps. Donc, il ne faut pas hésiter, bien sûr, à se positionner à ce moment-là. Non, mais il y a de la demande, hein. Il y a un vrai besoin en manager de transition dans les secteurs agricoles et agroalimentaires. Mais en proportion, c'est moins fréquent, quoi, il me semble. Alors, il y avait une question par rapport aux chiffres qui ont été présentés par Bertrand tout à l'heure, où il y avait apparemment 60% des missions sont réalisées par des néo-managers de transition. Je savais que le chiffre allait faire réagir. Tant mieux. Florence, tu veux effectivement sur la page Valtus, il y a un chiffre comme ça. Ah oui, d'accord. Oui, c'est la réalité, oui, tout à fait. Ouais. Que en fait, les managers, il y a un peu cette croyance que dans les entreprises de management de transition, on a notre petit cercle avec qui on travaille de façon très récurrente et qu'on travaille finalement avec les mêmes managers. Alors, ce qui est vrai pour une partie d'entre eux, parce qu'une fois qu'on a initié la relation et que ça s'est bien passé, bien sûr, on essaye de capitaliser sur notre connaissance mutuelle et de continuer la collaboration. Mais
déjà la croissance endémique du marché, l'élargissement des sujets de mission, des secteurs, des fonctions, etc., fait que concrètement, on démarre, par exemple, en ce qui nous concerne, 60% des missions avec des managers qui sont nouveaux pour nous. Donc, ça veut dire que soit ce sont des managers qui avaient déjà fait des missions, mais pas avec nous, soit des managers qui accèdent à ce métier, dont c'est la première mission. D'accord. Alors, une question de Vincent Duvillier qui posait, qui disait quel est le temps moyen d'une mission? Un certain temps, vous allez répondre. Non, on a répondu, on avait une page. C'était 7 mois et demi, je crois. 7 mois et demi, 6-9 mois, ouais, c'est ça. C'est un peu plus long pour les missions de direction générale. Il y a une moyenne arithmétique et puis en fait, on voit qu'il y a une réalité un petit peu différente selon les fonctions. Alors, il y a peut-être un peu moins, par exemple, de missions de direction générale que dans d'autres métiers, mais par contre, elles sont généralement plus longues. C'est-à-dire qu'une mission de direction générale, souvent, va durer plutôt de 12 à 18 mois, plutôt que de 6 à 9, par exemple. D'accord. Alors, également, tout à l'heure, Bertrand a présenté des chiffres qui partaient effectivement, les pays anglo-saxons, en tout cas du Nord, étaient plus enclins à demander en fait des managers de transition. Mais la question, c'est est-ce que c'est pas plutôt de l'intérim que vraiment des missions de management de transition? Non, on parle vraiment d'exécutive. Alors, on dit intérim en anglais, intérim management ou exécutive intérim management. Et nous, on a travaillé en France pour parler de management de transition, justement pour se différencier de l'intérim. Mais non, on parle bien d'exécutive de management de transition. Mais le terme anglais, c'est intérim. Voilà, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que dans certains pays, enfin, les pays un peu d'origine du métier, c'est-à-dire la Hollande, la Belgique, ils sont venus au départ aussi, enfin, il y a eu des fortes un peu contraintes à la fois de législation sociale et de fiscalité qui ont fait que le modèle en fait effectivement d'intérim management était plus intéressant que le modèle salarié. Donc en fait, il y a eu finalement des pressions un peu de législation qui ont favorisé le modèle. C'est peut-être à ça que fait allusion la personne qui a posé la question. Oui. Alors, il y a une nouvelle question qui pose la question de la rémunération. Donc, est-ce qu'on peut donner un niveau de rémunération pour un manager de transition très expérimenté sur une mission vraiment de transition? Et aussi, la question subsidiaire, c'est qu'est-ce qui est facturé au client et comment se répartit effectivement la facture entre le cabinet et le manager? Je peux répondre, mais si un de mes confrères veut prendre la parole. Non. En gros, alors je parle sous votre contrôle, hein, messieurs, mais en gros, le split, c'est 1/3, 2/3. Donc, ce qui est facturé au client, c'est 2/3 la rémunération du manager, 1/3 la rémunération du cabinet. C'est évidemment un petit peu variable. Pour les fonctions de direction générale, c'est un petit peu moins. Et pour les fonctions comité de direction ou quand on se rapproche du middle management, ça peut être un peu différent. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Après, la fourchette, elle est quand même assez variable. Peut-être, alors, ce n'est pas complètement comme ça que la question est tournée, mais en management de transition, on ne va pas s'enrichir. Les gens qui sont sur des postes exécutifs très haut niveau, ils ne vont jamais retrouver des rémunérations équivalentes en management de transition. Ça va plutôt compresser vers le bas. À l'inverse, des missions des managers qui étaient autour de 80-90 K, ils pourraient avoir un certain bonus en rémunération à l'intermission près, donc il faut en tenir compte, parce que justement, il y a ce côté expertise, il faut bouger en France, il faut être réactif, voilà, il y a pas mal de pression. Donc en fait, je trouve que ça compresse un petit peu les rémunérations, ça monte un peu les rémunérations basses, puis ça va comprimer les rémunérations hautes. Voilà, après les fourchettes, c'est compliqué de répondre, donc, on fonctionne en euros jour, mais je ne sais pas si je vais donner une fourchette, mais… Je dirais sur les… on va être sur une échelle, grosso modo, enfin, en ce qui nous concerne,
de 750 en point bas à 2000 € au jour, grosso modo, sur des grosses missions de direction générale. Quelquefois, ça peut être un petit peu au-delà. Voilà, mais on va être sur cette échelle de rémunération. 2000 € au jour, c'est un équivalent de 300 K à peu près. C'est ça. En rémunération brute. Du point de vue du client, à la fin, il faut qu'il y ait une adéquation avec le coût du poste, en fait. Donc, bien sûr qu'il y a un surcoût lié à l'encadrement, au suivi, au recrutement, aux modalités faites par le cabinet de transition. Il peut y avoir un petit premium, effectivement, pour le côté un peu CDD, enfin, transition. Mais globalement, du point de vue de l'entreprise, ça ne peut pas non plus s'exploser, quoi. Sinon, dire que l'avantage, si on contrôle les coûts, oui, effectivement, les coûts sont connus, mais si on s'explose, je ne suis pas sûr qu'on gagne grand-chose dans des coûts connus et explosifs, quoi. Il y a un prix de marché, c'est certain, il y a un prix de marché. Voilà, il y a un prix de marché. Voilà. Alors, après, on est d'accord pour payer pour une surqualification, donc ça fait partie des choses. Et donc, effectivement, une expertise donnée peut voir son salaire légèrement évoluer vers le haut. Et Bertrand a dit, ça peut être aussi l'inverse pour les hauts salaires. Alors, peut-être un point important à évoquer, parce que par exemple, Michel a insisté sur la mobilité du fait de la délocalisation très variable des missions. En général, dans le mode de fonctionnement des EMT, des sociétés de management de transition, on distingue le prix de la prestation et le remboursement des frais engendrés par la mission. Donc ça, ce n'est pas neutre non plus pour le manager, sachant que s'il part pour 6 mois à 500 km de son domicile, en général, le client final, directement ou via l'intermédiateur, entre guillemets, lui remboursera un aller-retour par semaine jusqu'à son domicile, plus tous ses frais de vie, d'hébergement sur place. Alors, il y a beaucoup, bien sûr, de cas particuliers, mais ce n'est pas neutre. Voilà. Il n'y a pas de frais supplémentaires, en général, induits par la mission. Non, ils sont pris dans la grande majorité. Alors, en distanciel, c'est combien? C'est 0? On rembourse l'Internet. On essaye d'être transparent, Antoine. Non, mais je pose une question, Bertrand, c'est tout. Ça dépend du prix de l'appartement dans lequel le manager exerce. Et Paris, c'est beaucoup plus cher qu'à Colmar. Alors justement, pareil, il y a une petite exception, c'est que c'est parfois compliqué d'expliquer aux clients quand il y a un manager qui habite en province et qui fait une mission à Paris, qu'il y a des frais d'hébergement et de transport vers Paris. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que voilà, on essaie de discuter pour pas avoir des frais à côté. C'est un peu l'exception par rapport à ce que dit Alain, mais sinon, voilà, ce que dit Alain est évidemment juste sur l'ensemble de la majorité des missions. Mais les missions parisiennes, il faut anticiper parfois que le client ne veut pas payer des frais à côté, quoi. Oui. Très bien. Je pense que je me tourne vers peut-être Laurent, qui est le timekeeper. Je pense qu'on a traité une grande partie des questions, au moins 90% des questions qui ont été posées. Il y en avait une autre qui était naturellement, qui est là. Est-ce que les participants, en tout cas les participants, ils peuvent solliciter les panélistes par la suite pour leur poser des questions et notamment pour savoir s'ils sont éligibles pour exercer des fonctions de manager de transition? Sûr. Absolument. Absolument. De même qu'il y a des clients dans l'auditoire, on est à l'écoute aussi. C'est Antoine. Antoine donc va recevoir. Très bien. Absolument. En ce qui nous concerne, en fait, c'est le point d'entrée le plus simple et le plus efficace, c'est le site valtus.fr. Donc, voilà, les personnes peuvent référencer leur dossier en nous laissant un petit message, en faisant référence à la présentation et on reprend contact ensuite. Du côté manager en mission, vous aurez mes coordonnées, je crois, sur la présentation. Et puis, sinon, vous arrivez également à accéder via le site Internet. Et si vous allez vous retourner dans l'invitation et l'agenda de l'invitation sur le site Uniagro, vous retrouverez également une petite fiche bio de chacun des 7 participants où j'ai repris les éléments que vous aviez communiqués sur vos profils LinkedIn, donc en termes de modalités de contact. Donc, vous pouvez retrouver les modes de contact sur le site Uniagro également.
Merci, Laurent. Merci. Bon, eh bien, écoutez, Là, oui, on attend la Florence, allez-y. surprise de Nicolas. Ouais, Voilà, merci beaucoup pour ces discussions, ces présentations, les réponses aux questions, réponses complètement transparentes et honnêtes. Nicolas, je pense que tout le monde est impatient de connaître la surprise, donc je te laisse présenter puisque c'est toi qui es le maître d'œuvre. Alors, donc, ça va être une surprise assez rapide, hein. Déjà, grâce à cette surprise, vous pourrez retrouver dès ce soir, dans cet espace virtuel que je vais vous montrer, le replay de la soirée de ce soir. Hein, donc, si vous ne voulez pas attendre pour voir le replay de ce soir, il faut vraiment aller dans notre espace. Donc, je vais… oui, ça y est. Voilà, donc Oui, là, ça y est. vous voyez ce magnifique espace agro-dirigeant, donc dans lequel, vous voyez, je suis assis près de l'entrée, je vous y attends. Et donc, en fait, cet espace, on l'a construit sur Gathertown, qui est un outil collaboratif qui finalement permet de réaliser ce qu'on n'arrive pas du tout à faire dans un événement virtuel, c'est à savoir, dans un événement virtuel, on parle à tout le monde ou on parle à personne, et on ne peut pas parler entre soi comme on le fait traditionnellement dans nos événements Quai Voltaire. Donc, Gathertown, c'est un espace où vous pouvez vous retrouver pour discuter entre vous, à 2, à 3, à 4 ou à 5. Donc, par exemple, ici, vous voyez, on se déplace avec les touches de son clavier. Donc là, ici, dans cet espace-là, on peut tenir à 6 pour pour discuter entre nous, ou on peut se retrouver, par exemple ici, pour assister à une vidéo. Donc ça, on y a mis comme vidéo la soirée sur la valeur des actifs immatériels, que vous pouvez retrouver donc directement en replay dans cet espace virtuel. Donc, on y met finalement tous les événements qui peuvent vous intéresser. Donc, ce que je vous propose, à partir du moment où vous avez un clavier et où vous pouvez vous déplacer avec les flèches haut et bas, donc là, vous voyez, je suis avec Laurent. Donc, à partir du moment où vous savez vous déplacer avec les flèches haut et bas, vous pouvez rejoindre cet espace. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous copier un lien éphémère de 24 heures et je vais vous le mettre dans le champ discussion. Clac. Et donc, vous le retrouvez. J'ai cru que c'était un Cluedo, Nicolas, et que c'était un jeu. Alors, ça peut devenir un jeu. Il y a d'ailleurs dans cet espace-là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis une table de poker et une table d'autres jeux de Go, où vous pouvez tout à fait jouer à plusieurs si vous voulez. Donc là, je vous partage le lien dans le champ de discussion. Donc tout le monde, vous l'avez reçu. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce champ. Quand vous allez faire ça, l'idéal, c'est peut-être de quitter la réunion Zoom. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez revenir dans la réunion Zoom parce qu'il y a une petite salle de conférence avec le lien Zoom qui vous permet de revenir dans la réunion Zoom si vous vouliez. Et un point important que Nicolas n'a pas précisé, pour pouvoir discuter avec une personne, il faut se rapprocher de cette personne et du petit bonhomme que vous voyez. Et donc, du coup, vous allez rentrer dans son champ visuel et dans son champ auditif et vous allez pouvoir l'entendre et discuter avec lui. C'est vraiment comme dans la vraie vie, on parle qu'avec des gens qui sont proches et si on veut pas parler aux autres, on s'en va, quoi. Donc voilà, c'est Gathertown. Alors c'est assez récent, hein. C'est sorti aux États-Unis à peu près vers le mois d'octobre. C'est beaucoup utilisé pour faire des événements d'entreprise, pour faire des mini-salons, pour accueillir des commerçants ou des clients pour leur présenter des produits ou des services. Et c'est un outil assez sympa pour autour de journées de conférences, puisqu'en fait, on peut avoir simultanément 5-6 conférences qui se déroulent et qui sont accessibles directement à travers cet espace. Et s'il y a quelqu'un qui s'approche pour discuter, mais que tu veux pas, et que tout le monde te voit partir en courant ou pas Non, mais tu peux lui couper le micro pour éviter de l'entendre et qu'il te voit, quoi. Tu peux un peu lui mettre un vent, comme on dit. Mais ça reste un outil américain, donc ça reste très, très cordial. Et il ne faut pas perdre la face. Voilà, ouais. Et n'oubliez pas votre masque alors.
Alors là, c'est l'avantage, hein, vous êtes à travers Chrome, donc il y a vraiment les serveurs de Google sont. Alors oui, c'est mieux d'y aller avec Chrome, hein, mais ça marche aussi avec Safari sur Mac. Ça marche pas très bien avec le téléphone portable, mais en tout cas, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun cas de contamination Covid qui a été répertorié avec l'utilisation de cette application. Alors, Nicolas, il faut que tu précises que, en fait, le gazeur, la vidéo et le micro dans le gazeur ne fonctionnent qu'à partir du moment où on a coupé notre vidéo Zoom. Autrement, ça ne fonctionne pas. Oui, tout à fait. Mais par contre, si vous retournez dans Zoom, il n'y aura pas de souci, quoi. Ouais. Donc, c'est un super outil en tout cas. On vous y attend, et notamment si parmi les participants vous voulez discuter avec certains des représentants de management de transition, vous pouvez tout à fait avoir des discussions en toute confidentialité, de façon très collégiale, comme si on était au Quai Voltaire. Il y a le bureau des présidents, hein, où on a même mis un petit tableau blanc pour partager entre vous des informations. Donc n'hésitez pas. Vous avez un lien de 24 heures, hein, c'est-à-dire que vous pouvez y retourner avec ce lien pendant 24 heures à satiété pour discuter et échanger. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Je vais de toute façon déjà en tout cas, arrêter le live. Un très grand merci à tous les intervenants et à tous les participants pour ces interactions et ces échanges. Merci à vous. À très bientôt. J'espère que ça aura suscité des vocations, en tout cas que ça pourra créer des connexions entre managers et cabinets. Merci du partage d'expérience, Michel et Antoine, très intéressant aussi. Et puis donc, à très bientôt sur Gazeur Agrodirigeant ou au Quai Voltaire Agrodirigeant, selon l'évolution du contexte. Merci beaucoup, à très bientôt. Bon, à bientôt. Merci Florence, merci à tous. Merci à tous. Merci Laurent, merci à tous. À bientôt. Merci pour Gaz. Bonne soirée. Ciao.